Ici, c'est thé Congo, le thé travailleur, le thé technocrate, le thé tranquillité. Pour finir avec la première partie de l'historique de notre pays, après que nous avons fait le point sur la situation politique, je veux vous parler aujourd'hui de la situation économique et des assassinats depuis l'indépendance sous la gouvernance de tous les présidents, exclus M. Sassou. Beaucoup de documents existent qui décrivent la situation économique et des assassinats de notre pays. C'est d'ailleurs de ces documents que nous nous sommes référés pour vous faire cette synthèse. J'avoue que cette synthèse est un peu laconique, mais l'essentiel, c'est de vous faire connaître le Congo pour lequel nous nous battons. Donc, dans la première partie, nous parlerons de la situation économique. D'abord avec le président Fulbert Yulu. Yulu est né le 9 juin 1917 à Madibou. Il meurt le 5 mai 1972 à Madrid. Il a été inhumé à Madibou. De profession, il est prêtre de l'Église catholique romaine. L'abbé Fulbert Yulu a gouverné de 15 août 1960 au 15 août 1963, soit exactement 3 ans. Donc, quand en 1960, l'abbé Fulbert Yulu devient président de la République, la population du Congo était estimée à 1 037 000 habitants. Reparti comme suit, c'est un tableau que nous avons élaboré pour vous donner une idée de ce qu'était donc la population à cette époque. Donc, dans la Likwala, on trouvait 36 669, dans la Sanga, 34 704, dans la Cuvette, 74 484, dans les plateaux, 81 431, dans le Poule, 134 760, dans la Likomo, 51 120, dans la Bouenza, 111 908, dans le Niari, 92 401, dans le Kouilou, 55 547, à Brazzaville, 230 740, et à Pointe-Noire, 98 898. Donc voilà un peu la répartition de ces 1 37 000 dans le pays. Alors, ces données, quand on les regarde, ça démontre que les Congolais sont inégalement répartis sur tous les territoires. Et qu'il y a 70% des Congolais qui sont concentrés dans le sud du pays. Sur le littoral aussi, sur la rive du fleuve Congo et près des voies ferrées Congo-Océan qui relient Brazzaville-Pointe-Noire.
Mais il y a aussi un phénomène, c'est que les 3 quarts de la population habitent les villes. Les départements les plus peuplés sont d'abord, en premier, c'est le département du Pôle, suivi du département du Pôle, je venais de donner des chiffres, c'est à 134 760, qui est suivi du département de la Bouenza avec 111 908 et arrive en troisième position le département du Niari avec 92 401. Donc, tout juste après l'indépendance, le pays compte près de 30 000 cadres de qualification variables et compte aussi à peu près 80 000 élèves. Alors, M. l'abbé Fulbert Youlou s'engage alors à mener une politique éducative très forte. Il va donc consacrer 40% des dépenses budgétaires à l'enseignement. Ce qui fera que le Congo va devenir le pays le plus alphabétisé d'Afrique noire. En ce qui concerne les investissements, bon, à l'aube de l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou hérite d'une structure économique relativement équilibrée, car certains nombres de travaux d'infrastructure ont été déjà réalisés et quelques industries légères ont fait leur apparition. Ainsi, le PIB donc réalisé va provenir du tertiaire avec 41,7%, du secteur primaire avec 37,4% et de l'industrie avec 20,9%. Alors le Congo est l'une des colonies françaises qui a plus profité économiquement de la colonisation entre 1946 et 1950. Vous le savez bien qu'il y a le chemin de fer qui a été construit et donc à l'époque c'était le seul pays qui avait déjà la voie ferrée dans la zone de l'AEF. Donc, quand l'abbé Fulbert Youlou accède à la présidence, le pays compte quand même quelques entreprises telles que, on peut citer la SIAT, c'était une compagnie qui avait été créée en 1949 et puis l'investissement à l'époque était de 700 854 000. Primos créé en 1950, l'investissement était à 659 millions et puis SAV Congo créé en 1958 avec un investissement de 158 645. C'est quelques-là les grandes, disons, entreprises qui étaient là. Alors, le président, l'abbé Fulbert Youlou, qui était un ardent partisan de libéralisme économique, donc dès sa prise de pouvoir, il va adopter une politique modérée s'efforçant à attirer les investisseurs dans le pays. Alors, lors de son discours du 8 décembre 1958, il va déclarer, je cite, « Nous sommes prêts à formuler toutes les garanties pour que l'investissement sans crainte et dans la plus grande confiance. Les capitaux publics et privés sans lesquels il n'est pas possible de concevoir la mise en place de grandes sources d'énergie et des usines de transformation. » Fin de citation. Bon, pour vous élucider la situation économique, parce qu'on on va parler de l'économie, donc j'ai retenu le produit intérieur brut par habitant parce que c'est un bon indicateur car il permet de faire des bonnes comparaisons. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est retenu pour évaluer la production des biens et des services d'un pays pendant une année. Donc, en 1960, alors que la population est de 1 37 habitants, nous l'avons déjà dit, le PIB par habitant est de 1454, soit 866 915 de francs CFA. Ce PIB, jusqu'au moment de Massamba Deba, ne tiendra pas compte des revenus pétroliers. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers aux termes économiques, on va se poser la question, mais ça explique quoi là, ce PIB
de 866 915 francs CFA. En fait, ça veut tout simplement dire que s'il était question de redistribuer l'argent aux Congolais, après qu'ils ont vendu des biens, des services, après qu'ils ont fait l'encaissement de tout ça, et qu'il fallait redistribuer l'argent aux Congolais, donc chaque Congolais devrait normalement avoir 866 915 par année. Là, on est en 1960. Donc chaque Congolais, c'est ça qu'il devrait recevoir. Mais dans la réalité, cette somme, on ne la donne pas aux citoyens. Ça permet à l'État d'investir pour les emplois, pour la création des écoles, des hôpitaux, des routes. Donc, ce taux, on le calcule tout simplement pour faire des comparaisons. Alors, ainsi, avec le président Youlou, l'investissement a permis de créer. On a vu plus loin les entreprises qu'ils ont trouvées. Mais cette fois-ci, avec Youlou, ils ont quand même créé avec cet argent qu'ils ont gardé, qu'ils n'ont pas donné aux Congolais. Ils ont investi. Donc, en 1959, ils ont créé la société Afrique. Ils avaient investi 11 624 634 pour pouvoir créer des emplois. FPA, c'était une société qui fabrique de la peinture. Ça a été créé en 1960. Le coût d'investissement était de 4 millions. Coparco, créé en 1963 avec un coût d'investissement de 20 229 285. Donc, entre 1960 et 1963, c'est-à-dire pendant la période de Youlou, pendant qu'il est donc au pouvoir, le Congo va enregistrer 38 milliards de francs CFA d'investissement brut sur le territoire pour un PIB estimé à 80 milliards de francs CFA en 1961, qui a été reparti comme suit. 21 milliards de francs CFA de l'exploitation de manganèse par la compagnie minière de l'Ogooué qu'on appelait Comilog, et une partie qui venait de la potasse de la compagnie des potasses du Congo qu'on appelait CPC. Et les 17 autres milliards de francs CFA provenaient du secteur primaire avec 3 milliards, soit 18%, l'industrie avec 2,7 milliards, soit 15%, et les tertiaires avec 6,3 milliards, soit 37%, et puis la différence 5 milliards, soit 30% des programmes non économiques. Malgré une politique libérale, ces 17 milliards proviennent des capitaux privés quand même, à la hauteur de 5,5 milliards, soit 32%, de l'aide internationale, notamment de la France, avec 7 milliards, soit 41%, et enfin du gouvernement congolais avec 4,5 milliards, soit 27%. Donc voilà un peu sur le plan d'investissement. Maintenant, sur le plan commercial. Alors, durant la présidence de l'abbé Fulbert Youlou, la situation semble s'améliorer. Déjà en 1960, le déficit commercial qui était de 5,7 milliards de francs CFA n'est plus que de 4,1 milliards en 1963. Donc, 3 ans après, vraiment ça a beaucoup diminué de 1,6 milliard. Chaque année, les exportations congolaises, là on ne tient pas compte des diamants, les exportations augmentent et ça passe de 6,1 milliards de francs CFA en 1960 à 7,9 milliards de francs CFA en 1963. Le montant de ces exportations est constitué essentiellement de bois et de produits de l'industrie légère, tels que du sucre. Alors, le déficit commercial est fortement atténué par des recettes de transit. Le Congo perçoit de forts revenus de ses infrastructures ferroviaires et portuaires qui permettent de desservir les pays frontaliers. Ce transit
rapporte 2 milliards 3 en francs CFA au Congo en 1963. Bon, donc, outre ses richesses minières et de son bois, le pays dispose de formidables possibilités d'hydroélectrique à Sunda, près de Pointe-Noire sur le fleuve Congo-Niari. La construction d'un barrage sur ce site permettait la production électrique de 8 milliards de kilowattheures par an et le développement industriel lourd de créatrices d'emplois avec l'installation de complexes électrométallurgiques et chimiques. Donc c'était un bon projet qui devait drainer beaucoup d'emplois. Yolo, enthousiasmé par ce projet, doit faire face à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est son coût estimé à 100 milliards de francs CFA. Et le deuxième, c'est l'insuffisance du Congo de s'approvisionner en bauxite, une matière première au cœur du projet. Alors le dirigeant congolais tente d'y remédier par des biais d'une politique étrangère active. Nous allons voir maintenant qu'on a vu les investissements et puis la balance commerciale, nous allons un peu parler de la main-d'œuvre. Alors, durant toute la période de la gouvernance de l'abbé Fulbert Yolo, la main-d'œuvre congolaise provient de toutes les régions, sans discrimination, que seules les compétences sont retenues comme critère de recrutement. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait encore des colons qui étaient là, donc ils tenaient vraiment compte des compétences. Alors, les données, nous les avons trouvées dans le cahier Outre-mer de 1960. Alors, ça nous a permis d'observer la composition suivante. Par exemple, quand on était à l'assiette, on a trouvé 1 de la Likwala, 23 de la Cuvette, 24 des Plateaux, 34 du Poul, 10 de Brazzaville, 1 de la Bouinza, 1 de la Likomo, 4 des autres pays africains, 9 qui étaient des Européens ou bien des Asiatiques. Quand on regarde la Primus, on trouve 2 de la Licola, 1 de la Sanga, 22 de la Cuvette, 11 des Plateaux, 30 du Poul, 14 de Brazzaville, 2 du Niari, 8 de la Bouenza, 4 de la Likomo, 1 du Kwilu, 5 des autres pays africains, 8 des Européens et Asiatiques. Quand on regarde à Save Congo, on trouve 9 de la Cuvette, 19 du Plateau, 38 du Poul, 9 de Brazzaville, 2 du Niari, 20 de la Bouenza, 3 de la Likomo, 1 du Kwilu, 1 des autres pays africains, 5 qui sont des Européens. Quand on regarde dans Coparco, on a dépouillé, on a trouvé qu'il y avait 9 de la Cuvette, 31 des Plateaux, 47 du Poul, 5 de Brazzaville, 2 du Niari, 3 de la Bouenza, 3 de la Likomo, 1 européen. Afrique, 8 de la Cuvette, 19 des Plateaux, 48 du Poul, 6 du Brazzaville, 1 du Niari, 3 de la Bouenza, 3 de la Likomo, 12 des autres pays africains et 3 des Européens. Et enfin, quand on regarde le FPA, 27 qui sont du Plateau, 48 du Poul, 7 de Brazzaville, 11 de la Bouenza, 7 de la Likomo et 2 Européens. Nous avons voulu les détailler pour qu'on puisse quand même démontrer qu'à l'époque, les gens travaillaient et que la proximité faisait que dans la ville où l'usine était implantée, ils avaient beaucoup plus de facilité d'avoir beaucoup plus des effectifs. Voilà pourquoi on constate que la région du Poul est la région qui était beaucoup plus de main-d'œuvre dans ces entreprises. Logiquement, c'est parce que ces entreprises, en partie, étaient beaucoup plus basées à Brazzaville. Alors, voilà donc très brièvement la situation économique avec l'abbé Fulbert Yolo en 3 ans. Alors, nous allons voir maintenant la situation économique, mais cette fois-ci avec le président Alphonse Massamba-Deba. Alphonse Massamba-Deba, lui, il est né en 1921 en Kolo, dans le district de Boko. Il a été exécuté le 25 mars 1967 suite à la mort de Marie Ngouabi. De profession, il était instituteur.
Alors, il a gouverné du 19 décembre 1963 au 5 septembre 1968, soit 4 ans et 8 mois. En 1963, quand donc l'abbé Fulbert Youlou préside le pays, la population est de 1 122 000 habitants et le PIB par habitant est de 1480 dollars américains, soit 880 600 francs CFA. La seule préoccupation à l'époque qui domine donc Massamba Deba, c'est celle de rendre le Congo riche et prospère. Depuis l'ère coloniale jusqu'à ce jour, jamais le Congo a connu une telle vague de réalisation telle que l'a fait Massamba Deba. L'activité économique semble se développer et tendre vers une organisation économique à l'intérieur du pays. Bien qu'il va trouver d'autres réalisations laissées par l'abbé Fulbert Youlou, Massamba Deba va quand même mener une politique d'investissement accéléré. En 4 ans et 8 mois de pouvoir, le bilan de Massamba Deba se chiffre à plus d'une centaine d'usines créées. Avec une gestion saine et rigoureuse, le Congo connaît un début d'industrialisation et le niveau de vie des Congolais s'améliore. Avec Massamba Deba, le Congo compte plusieurs industries légères de transformation et de commercialisation de produits. On peut citer d'abord des entreprises d'État. Sidolou, un investissement de 1,5 milliard avec le crédit d'Allemagne. Le barrage de Mpama, 2 191 780 000 d'investissement, un crédit de l'Union soviétique. L'hôtel Les Cosmonautes, 560 millions, un crédit de l'Union soviétique. Les investissements que je vais vous donner, les montants sont en francs CFA. Alors, 2 immeubles de 64 logements pour l'assistant technique, un investissement de 300 millions. Ça a été un effort de l'État congolais. Usine de textile de Kinsundi, appelée Sotexco, 1,408 milliard. C'est un crédit de la République chinoise. Le stade de la Révolution, 800 millions. Aide française, 100 millions. Collège technique de Pointe-Noire, 110 millions. Participation à la recherche scientifique, 122 millions. La fac construction première des tranches CET, 1,110 milliard. Matériel routier, 150 millions. Quai de potasse à Pointe-Noire, 15 millions. Recherche minière, 300 millions. Synthèse des études de la vallée du Niari, 39 millions. Élevage de sous-palmiers dans la Sangha, 300 millions. Développement et modernisation de la production cacaoyère dans la Sangha, 95 millions. Développement rural dans la région de Mosenjo, 105 millions. Développement rural dans la région de Sipiti, 64 millions. Développement rural dans la vallée du Niari, 21 millions. La poursuite du cacao dans la Sangha, 80 millions. École normale supérieure, 300 millions. Renforcement du chemin de fer Congo-Océan, 135 millions. Assainissement de Brazzaville, 800 millions. Construction de 15 CEG des collèges, 600 millions. Création de palmeraies sélectionnées dans la cuvette congolaise, 745 millions. Élevage de bovins dans le Niari, 345 millions. Société nationale des transports fluviaux, 350 millions. On n'a pas pu trouver les investissements pour les 4 que je veux vous donner. Donc, il y avait OCH 254 logements construits, OFNACOM, ONCPA, ceinture maraîchère de Pointe-Noire. Quand on regarde les investissements
mixte, c'est-à-dire para-étatique, État et privé. On peut citer la compagnie de potasse du Congo, avec 20 milliards de sommes d'investissement. Et là, le Congo apporte 5,7%. Sosuniari, 4 milliards. L'État apporte 33%. La Société nationale d'élevage, Sonel, 90 millions. Le Congo apporte 48%. Le complexe de pêche industrielle, 800 millions. L'industrie de céramique, c'est un crédit des Allemands. La compagnie minière de Monfumbi, l'État apporte 20%. La société minière de Mpassa, l'État congolais apporte 20%. La société de transformation de bois, l'État apporte 15%. L'usine de fabrication, l'usine de farine de poisson, ça c'est un crédit des Anglais. Industrie de verre, c'est aussi un crédit obtenu des Anglais. Fabrique des cahiers écoliers, ça aussi c'est un crédit qu'ils ont reçu des Anglais. Mais il y avait aussi l'usine de conserverie de fruits. Quand on regarde des investissements privés, on peut citer Sokobois à Dolisie avec 625 millions. La brasserie africaine de Brazzaville avec 191 millions 917 000. Afribois, 60 millions. Sokodi, 300 millions. Bata, 88 millions 300 000. Shell, 170 millions. Africa Plast, 70 millions 275 86. Le Grand Moulin du Congo, 50 millions. Cronenbourg, 1 milliard. CIB, 130 millions 947 338. Mais en dehors de ces usines, des centres de santé sont créés. 2 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. Aussi, des groupes scolaires, des collèges et des écoles primaires vont aussi être créés. Le taux de scolarisation du pays réaffirme que le Congo reste le pays le plus alphabétisé d'Afrique noire. Alors, concernant la main-d'œuvre, comme on l'a vu pendant la période de l'abbé Fulbert Yulu, cette main-d'œuvre vient de toutes les régions. On peut facilement le distinguer parce que c'est un travail de recherche qu'on est allé faire avec l'abbé Fulbert Yulu. Quand on prend le cas de l'usine de fabrication de meubles, on a trouvé 28 de la cuvette, 15 des plateaux, 27 de Poul, 10 de Brazzaville, 5 du Niari, 15 de la Bwenza, 1 de la Likumu. À Sotexco Kinsundi, 1 de la Likwala, 1 de la Sangha, 19 de la cuvette, 23 des plateaux, 30 du Poul, 13 de Brazzaville, 1 du Niari, 7 de la Bwenza, 2 de la Likumu, 1 de la Likwala, 1 du Kwilu, 3 des autres pays africains. Dans Sotexco, on a trouvé qu'il y avait quand même 173 femmes qui travaillaient là-bas. Sokodi, 13 de la cuvette, 4 des plateaux, 30 du Poul, 20 de Brazzaville, 2 du Niari, 12 de la Bwenza, 2 de la Likumu, 2 du 10 du Kwilu et 7 des autres pays africains et 22 qui étaient des Asiatiques. Quand on regarde dans la fabrique de cahiers, 7 étaient de la cuvette, 13 des plateaux, 57 du Poul, 3 Brazzaville, 3 Niari, 8 Bwenza, 3 Likumu, 3 Kwilu, 3
des autres pays africains et 11 entre Européens et puis les Asiatiques. À la BAB, 19 étaient de la cuvette, 19 des plateaux, 37 du Pool, 16 de Brazzaville, 3 de la Bwenza, 3 du Kwilu, 3 des autres pays africains. Dans la société Iboko, 3 étaient de la Likwala, 15 de la cuvette, 30 des plateaux, 30 du Pool, 10 de Brazzaville, 3 de la Bwenza, 3 de la Likoumou, 3 des autres pays africains. Et enfin, dans Africa Plast, on a trouvé 10 qui étaient de la cuvette, 16 des plateaux, 50 du Pool, 10 de Brazzaville, 4 du Niari, 3 de la Bwenza, 2 de la Likoumou et 5 des autres pays africains. En 5 ans, Alphonse Massamba Deba a prouvé son génie d'un bon investisseur. Personne ne dira le contraire. C'est la raison pour laquelle Marien Ngouabi s'est rendu compte que Massamba Deba était un bon investisseur, qu'il a voulu se rapprocher de lui pour s'acquérir de son expérience, pour aller chercher des conseils comment il fallait gérer ce pays. Malheureusement, les deux ont été surpris et tués parce qu'ils ont voulu développer notre pays, le Congo. Alors, si Marien Ngouabi dispose d'un mausolée ou bien d'un statut, Massamba Deba, ce grand homme, lui, par contre, n'a aucune effigie. Si ce n'est la débaptisation du stade de la Révolution en stade Alphonse Massamba Deba, parce que c'est d'abord lui-même qui l'avait fait construire. Et donc, c'est le président Pascal Lissouba en 1993 qui va débaptiser ce stade à son nom. Maintenant, à titre de comparaison, au temps de Massamba Deba, le Congo était un pays à revenus intermédiaires, comme la Chine. Et tout ça sont des revenus pétroliers. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que cette même Chine-là, qui est devenue notre bailleur de fonds, celui qui nous prête de l'argent. Et c'est là-bas qu'on va aller prêter de l'argent maintenant. Maintenant, nous allons voir la situation économique avec le président Alfred Raoul. Alfred Raoul est né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire. Il décède le 16 juillet 1999 à Pointe-Noire. Il était de profession militaire sorti de Saint-Cyr. Il était le premier Congolais sorti du Saint-Cyr. Il a gouverné du 5 septembre 1968 au 1er janvier 1969. Juste 144 jours. En 1968, quand il assume les fonctions de président de la République, le Congo compte 1 288 000 habitants. Alors, je disais, ce premier Congolais sorti de Saint-Cyr a démontré que pour réaliser des travaux dans le pays, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Juste de la volonté, la détermination, la planification et la vision. En 144 jours, à la présidence, Alfred Raoul a réalisé la construction du boulevard des armées, qui aujourd'hui fait la fierté du pays, qui aujourd'hui, c'est là où on va faire des défilés. En 144 jours, lui, il l'a fait. Par la section de génie civil des forces armées congolaises, long d'environ un demi-kilomètre. Cette voie est la plus belle et même la plus large de Brazzaville. Ce boulevard, ce grand boulevard qui autrefois était isolé, s'est vu aujourd'hui entouré d'imposants bâtiments qui symbolisent la République et l'État. On trouve des bâtiments comme la Cour constitutionnelle, le ministère des Affaires étrangères, et puis le palais de congrès, la préfecture de Brazzaville.
Ce boulevard a été baptisé Alfred Raoul en hommage à ce grand homme. Alors, un de ses amis, le colonel Joseph Ndala, disait qu'en 1966, suite donc à un incident entre un militaire et le personnel de l'hôpital général dirigé par le futur professeur et médecin biochimiste Joseph Miakanda, Alfred Raoul transforme le célibatorium de sous-officiers en salle d'accouchement, d'intervention et en chambre de l'infirmerie de la garnison. C'est l'actuelle maternité de l'hôpital militaire de Brazzaville. Quel génie! Alors nous allons voir l'économie avec le président Marien Ngouabi. Marien Ngouabi est né le 31 décembre 1938 à Ombélé. Il est mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. De profession, il est militaire. Il a gouverné du 1er janvier 1969 au 18 mars 1977, soit 8 ans et 9 mois. 8 ans et 3 mois, pardon. Donc, quand ce célibataire prend la gouvernance du pays, la population est de 1 288 000 habitants et l'économie se repose sur l'agriculture, sur l'exportation du bois, l'exploitation minière et le transport, sur les infrastructures telles que CFCO, voies Comilogue, voies fluviales et ports de Pointe-Noire. Et la situation géographique lui permet de jouer un rôle de transit pour les pays de la sous-région. Le Gabon, le Tchad, le Cameroun, Centrafrique et même le Congo démocratique. Mais l'économie se repose aussi sur l'agroalimentaire et textile naissante pour la partie privée, mais aussi pour la partie étatique. Et les services publics, quoique modestes, fonctionnent correctement. Marien hérite du pays dont la corruption a été presque totalement éradiquée par le régime de Massamba Deba. Donc la situation financière est stable, elle est saine. Mais le grand handicap que va connaître Marien Ngouabi, c'est que le pays manque de ressources humaines qualifiées de haut niveau. Le Congo ne dispose que d'une poignée d'universitaires, ingénieurs, des juristes ou experts comptables et de moins d'une centaine de médecins. Cependant, avec un taux de scolarisation de 95%, tous les espoirs semblent permis. Donc, pendant la période de pré-indépendance, Jacques Opango, ce grand visionnaire, ce grand homme, avait conscient que les jeunes de la partie septentrionale devaient être encouragés de faire des formations afin d'occuper des fonctions importantes au sein de l'administration républicaine et de l'armée. Il encourageait des formations et non le patronage par affinité ethnique au détriment de la méritocratie. C'est pour cela que nous avons pris soin d'aller faire le dépouillement par région pour voir comment était la main-d'œuvre. Comme vous pouvez le constater, tel que je l'ai mentionné, la partie septentrionale était moins représentée. Mais c'est justement parce qu'ils n'avaient pas de formation. C'est pour cela que Jacques Opango s'est donc soucié à ça. Il les encourageait pour aller faire des formations. Malheureusement, quand donc arrive Marien Ngouabi, on va assister à l'épuration de cadres du Sud dans l'administration pour être remplacés par des agents de la partie septentrionale sans qualification, sans formation. Ainsi, il va inventer le fameux mode de recrutement Yaka Noki Noki, Tikenayo et Kofutamawa. On les a suivis tous, on a entendu tous. C'était ce mode de recrutement parce que ce genre de communiqué
ne faisait pas appel aux gens qui habitaient à Pointe-Noire, ni à Lubomo, ni à Kinkala, mais surtout, ça, ce communiqué ne passait que pour les gens de la partie septentrionale. Alors, depuis 1973, l'État peine alors à équilibrer son budget depuis 1968. Mais avec la mise en production au large de Pointe-Noire du champ Émeraude, en quelques mois, il a vu des recettes augmenter considérablement. C'est donc le début de l'ère d'exploitation du pétrole. Et donc le pétrole devient la première ressource de l'économie du pays. Les nationalisations restent limitées et le Congo est toujours demandeur de la coopération technique et des capitaux occidentaux, notamment de la France. Les sociétés Elf Congo et Agip Recherche sont créées dès 1969. L'État congolais est donc associé et est minoritaire dans la société française qu'on appelait ERAP et aussi dans Agip italienne. Tout cela, ces sociétés devraient intervenir dans le domaine de la protection et de l'exploitation pétrolière. Avec l'exploitation de ces gisements, des géants de la société Elf Congo, le Congo fait alors son entrée véritable dans le cercle des pays africains producteurs de pétrole. D'ailleurs, nous rappelons, on se rappelle encore très bien que durant cette période du boom pétrolier, Marien Ngouabi avait fait une déclaration dont je me rappelle encore. Je cite, le Congo va faire appel à la main-d'œuvre étrangère parce que tous les Congolais devraient avoir du travail. Tous les Congolais devraient travailler. Et comme on n'était qu'à peine 1 million, il avait dit qu'on fera appel à la main-d'œuvre étrangère pour venir travailler au Congo. Les revenus pétroliers dans le budget passent maintenant à 31% et le PIB par habitant est maintenant de 1552, soit 932 440. C'est-à-dire que, en principe, tout Congolais devrait avoir par année 923 440 francs CFA. Donc, quand on arrive, là on est en 1973, quand on arrive en janvier 1974, la société Elf consent encore à verser 21 milliards de francs CFA à l'État congolais en règlement d'un contentieux sur des redevances antérieures. En ce début d'année 1974, de nouveaux accords de coopération sont signés entre le Congo et la France. En février 1974, la société Hydro-Congo est créée. La nouvelle entreprise d'État ambitionne de se lancer à terme dans la prospection et la production du pétrole. Mais vite, l'espoir du développement du Congo s'instoppe. Le rêve de Marien Ngouabi de faire importer la main-d'œuvre s'arrête. Parce que, à cause de la mauvaise gestion de l'économie, et que ils avaient fait avec leur système de mode de recrutement de Yakanoki, la machine administrative était maintenant saturée et que Marien Ngouabi commençait déjà à avoir des difficultés financières. Une bonne partie va lui reprocher cette méthode de gestion. Voilà pourquoi Ange Bidier Diawara lui parlera de l'obumétrie. Voilà donc succinctement la gestion avec
Marien Ngouabi. Nous allons maintenant parler de l'économie avec le président Joachim Yombi Opango. Né le 12 janvier 1939 à Owando, ex-Foroussé, de profession, il est militaire. Il a gouverné du 6 avril 1977 au 5 février 1978, soit 11 mois. En 1977, quand Joachim Yombi Opango prend la règne du pouvoir, la population est maintenant de 1 687 000 habitants. Et le PIB par habitant passe maintenant à 1848 $ américains, soit 1 99 560 francs CFA. En 1977, ce qu'un Congolais devait recevoir. Malheureusement, ils ne l'ont pas distribué aux Congolais et il n'y a eu aucun investissement. Investissement nul. Yombi Opango hérite alors de l'économie impitoyable des 2 dernières années de Marien Ngouabi, puisqu'il était en difficulté, puisqu'il y avait eu pléthore. Et à cela s'ajoute encore la mauvaise gestion sur Yombi, ce qui complique alors la tâche du CMP. Yombi Opango s'efforce de restaurer la rigueur, l'efficacité dans l'administration. Le moindre manquement est réprimé chez les fonctionnaires. La perception des impôts et des droits de douane est menée de manière cruelle. Cependant, les difficultés financières de l'État se font remarquer. L'État peine à tenir ses engagements, c'est-à-dire les salaires, les dettes. L'heure est à l'austérité. Le gouvernement Yombi expulse les résidents illégaux et exproprie les commerçants ouest-africains qui pour la plupart se trouvaient dans ce cas d'ailleurs. Et les Congolais vont connaître le vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc en 11 mois que Yombi est resté au pouvoir, on n'a pas vu des investissements. Il a brillé de l'incompétence malgré la rigueur et l'efficacité qu'il a voulu imposer dans l'administration. Parlons maintenant du Premier ministre André Milongo. Quelle était la situation économique? Né le 20 octobre 1935 à Mankondi, dans le district de Luingi, le département de Poul, André Milongo décède le 23 juillet 2007 à Paris. De profession, il était banquier, économiste. Il a gouverné en mai 1991 au 5 août 1992, soit 1 an et 3 mois. Ce banquier, qui avait eu comme mission d'aller mettre en place, faire appliquer les recommandations de la conférence nationale souveraine. Voilà la mission qui lui avait été donnée. Donc, on ne doit pas s'attendre à lui qu'il aille faire des investissements. Il était venu pour appliquer la cahier de charges qui lui avait été donnée par la conférence nationale souveraine. Donc, quand il arrive à la gestion du pays, gérer la transition, la population est passée déjà à 2 508 000 habitants. Et le PIB par habitant passe à 2 799, soit 1 665 405 de francs CFA. Alors, pendant cette période de transition, la masse salariale avait augmenté de 55% du fait des recrutements anarchiques dans la fonction publique durant la conférence nationale souveraine par le gouvernement Sassou Nguesso.
Tout simplement parce que Sassou, sachant qu'il partait, il a voulu laisser un héritage à son successeur qui est de telle sorte que qu'il sera incapable de pouvoir payer le salaire pour que lui, en contrepartie, il démontre que pendant que moi j'étais là, je payais les salaires maintenant qu'ils sont incapables de pouvoir payer. Donc c'était ça la philosophie. Donc ils ont rendu la fonction publique au pléthore. Donc, pour reprendre, malgré cette pléthore des fonctionnaires fantômes dans la fonction publique, André Milongo n'avait révoqué personne et avait continué à payer le personnel de l'État durant une période financière très difficile. Ses qualités de banquier et économiste lui ont permis de régenter les impôts et la douane, ce qui a permis de payer couramment les salaires et de régulariser les salaires impayés laissés par le régime Sassou. Et à la fin de la transition, André Milongo laisse dans la caisse de l'État la somme de 50 millions de dollars que va trouver le président Pascal Lissouba. Nous allons maintenant voir la situation économique avec le président Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, né le 15 novembre 1931 à Tingidi, dans le département du Niari. De profession, il est ingénieur agronome. Il gouverne alors du 5 août 1992 au 5 février 1977, soit 4 ans plus 5 mois. Lissouba arrive pour la gestion du pays avec une longue expérience pour avoir servi le pays depuis Massamba Deba Ingwabi. Donc en 1992, alors que la population passe à 2777, à 2 577 habitants, le PIB par habitant est de 2784, soit 1 662 430 de francs CFA. Alors, dès le début du mandat présidentiel, Lissouba accumule déjà des salaires impayés. Pour compléter des recettes courantes, le gouvernement de Lissouba va solliciter à Elf Congo au début du mois de mars 1993 une avance sur les recettes de 200 millions de dollars, environ 20 milliards de francs CFA. Malheureusement, Elf Congo répond négativement à cette sollicitation. Le 28 avril 1993, le Congo signe alors son prêt avec la société américaine occidentale Petroleum Corporation Oxy. Celle-ci avance donc 50 millions de dollars, près de 40 milliards de francs CFA au Congo. Le prêt est gagé sur les recettes de futurs champs de Nkossa et de Kitina. 50 millions de barils de pétrole au prix de 3 dollars le baril, alors que le cours est de 14 dollars. Alors, le pétrole devra être livré à Oxy pour la mise en production de ces deux champs que je venais de citer, Nkossa et Katima. Quelques mois plus tard, après d'autres négociations, le Congo obtient d'Oxy une rallonge ou un réajustement, disons-le mieux comme ça, de 30 millions de dollars, soit 5,7 milliards de francs CFA. L'argent frais reçu va servir à payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires. Elf mécontent, parce qu'il a vu Oxy, mécontent de l'irruption d'Oxy dans les affaires du Congo, négocie avec le gouvernement congolais le rachat de cette créance en 1995. Mais dans le souci de conserver le pouvoir et de la prolifération des bandes armées au Congo, Brazzaville
Pascal Lissouba dérive vers la formation de l'encadrement des troupes de la sécurité présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va signer un contrat de sécurité d'un montant de 50 millions de dollars, soit environ 25 milliards de francs CFA, avec la société israélienne appelée Ledvan. En début des déclarations de bonnes intentions, le gouvernement peine toujours à honorer le paiement des salaires des agents de la fonction publique. Alors, pour se donner un bol d'air frais, l'État sort du capital de société Elf Congo et Agir pour Recherche, courant 1994. Cette opération rapporte environ 25 milliards de francs CFA, environ 50 millions. En 1995, c'est Lissouba qui est président, mais c'est Yombi qui est Premier ministre. Donc le Premier ministre décide de réduire le temps de travail des agents de la fonction publique de 40 heures à 35 heures par semaine. Cette diminution d'heures va entraîner une réduction de salaire de 12,5% par agent et va permettre à l'État d'économiser 6,6 milliards par an. De même, un abaissement de 30% de primes et d'indemnités a permis de faire une économie supplémentaire de 1,5 milliard de francs. Pour augmenter les recettes non pétrolières, le gouvernement supprime le régime d'exception du tarif douanier, augmente la taxe sur les chiffres d'affaires, donc ça passe de 12 à 15,25%, impose le paiement effectif de la TCA à des entreprises para-étatiques, augmente le niveau de la compte forfaitaire sur les importations de 2 à 5%. En juillet 1995, le Congo est enfin déclaré éligible aux facilités d'ajustement structurel renforcées. Ce statut va donc permettre la restructuration de la dette du pays et lui permettre de bénéficier des facilités de paiement de la part de la Banque mondiale. Juin 1996, le Congo obtient l'annulation par le Club de Paris de 67,% de sa dette estimée à 989 milliards de francs CFA. Sur le plan de privatisation, on va voir que l'Hydro-Congo qui avait été créé pendant le régime de Marien Ngouabi, la Congolaise de raffinerie Coraf, les postes et télécommunications, UCB, l'Union congolaise des banques, sont mises sur le marché. Malheureusement, ces entreprises à privatiser n'attirent pas de preneurs. Personne n'en veut. Le 22 novembre 1996, il va y avoir l'inauguration officielle de la production du gisement pétrolier Osfor de Nkossa par le président Pascal Lissouba. Peuple congolais, voilà quelques réalisations effectuées par des hommes qui ont voulu prendre le Congo, qui ont voulu rendre le Congo prospère, riche et le faire rayonner à l'international. Jusqu'en fin 1968, sans les revenus pétroliers, les investissements du Congo sont restés croissants, au point de rivaliser la Côte d'Ivoire, un pari gagé par Youlou à Houphouët-Boigny. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la situation des assassinats et des accidents.
Situation des assassinats et accidents. D'abord avec le président l'abbé Fulbert Yulu. En janvier 1958, les partisans de l'UDIA de Fulbert Yulu s'affrontent à ceux de GPS et de Simon Kikungangot lorsque Yulu décide d'organiser des journées d'études à Dolisie, dans le fief de GPS. Un climat malsain dû au revirement de l'élu Georges Yambo de GPS vers UDIA. Les affrontements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le 16 février 1959, quand l'abbé Fulbert Yulu refuse la dissolution de la Chambre, les supporters de MSA, PPC, de Poto s'engagent, s'en prennent violemment à ceux qu'ils considèrent comme partisans de l'UDIA. Rapidement, ces affrontements embrasent tout Brazzaville et dérivent en une sanglante émeute entre bandes rivales Mboshi et Lari, qui dépasse la simple rivalité MSA et UDIA. Bilan des affrontements, une centaine de morts et des centaines de blessés et des maisons détruites. Jacques Opango sera accusé et arrêté pour incitation à la violence. Le 12 août 1963, suite à la contestation des syndicalistes, dans la nuit, Fulbert Yulu fait arrêter les principaux dirigeants syndicaux qui ont transformé le simple meeting en une véritable manifestation antigouvernementale. Alors, les protestataires prenant l'assaut à la maison d'arrêt pour aller libérer les dirigeants syndicaux qui étaient arrêtés s'affrontent aux forces de l'ordre. Bilan, 3 syndicalistes vont trouver la mort. Situation des assassinats et accidents avec le président Alphonse Massamba Deba. En février 1965, Lissouba est nommé Premier ministre par Alphonse Massamba Deba. Lissouba est membre du groupe d'Impila, qui entretient la milice politique du régime, un cercle politique qui pour l'opinion publique serait responsable des assassinats de Joseph Poabou, président de la Cour suprême, Lazare Massokota, le procureur de la République, Anselme Masweme, le directeur de l'Agence congolaise d'information. Cette stratégie même altère les relations entre Massamba Deba et Lissouba à cause de ces assassinats. Un autre constat qu'on a pu faire pendant le régime de Massamba Deba, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui ont disparu. Des cadres qui étaient à l'étranger, pour certains qui avaient fini des études, pour d'autres qui travaillaient déjà à l'étranger. On leur demandait de rentrer au pays pour venir occuper des postes de commandement dans l'administration. Et donc, quand ils arrivaient à l'aéroport, ils étaient interpellés et puis ils étaient portés disparus. Tout ça, c'est avec le régime de la MNR et de la GMNR menée par l'Imberi et puis tout le cercle de Mpila. Voyons maintenant la situation des assassinats et accidents avec le président Maringoué. Le 23 mars 1970, il va avoir la mort du lieutenant Kinganga. En effet, Pierre Kinganga a naïvement cru à l'amitié qu'il avait avec Joachim Yombi Opango. Parce que pendant que Marien Ngouabi était en visite à Pointe-Noire, Yombi dit à Kinganga qu'il était question d'arrêter le système que Marien était en train de faire, celui de tribalisme,
celui de la mauvaise gestion. Et donc, qu'il fallait donc le déposer. Et donc, Pierre Kinganga a cru, il lui a fait confiance. Alors, pendant que le coup d'État est en pleine opération, Yombi, le chef d'État-major, frein de changer, il change d'avis et déclare sa loyauté à Marien Ngouabi. Et Pierre Kinganga, qui avait déjà pris d'assaut la radio, avec les gendarmes, est encerclé et puis finalement tué. Plusieurs jeunes partisans enthousiastes qui suivaient Kinganga, tous ces jeunes, ont été sauvagement abattus. Son cadavre et celui des membres de son commando tombés avec lui restent longtemps exposés devant l'immeuble de la radio. Et Sassou fera une photo historique en tenue militaire. Cette photo, on l'a vue, on l'a vendue. Les gens le vendaient même au marché total. Parce qu'à l'époque, il fallait vendre ces photos. On a vu la photo où Sassou marchait sur le cadavre de Pierre Kinganga pour montrer sa victoire, mais aussi pour marquer les esprits des gens que, attention, celui qui va refaire va subir le même sort. Donc l'enthousiasme qui anime en ce moment-là les officiers du Nord, proches de Marien Ngouabi, démontre la volonté d'éliminer stratégiquement les militaires draconiens du Sud. Le capitaine Augustin Poignet, lui aussi impliqué dans le coup d'État, parvient à se sauver à Kinshasa. Une semaine plus tard, trois complices condamnés par la cour martiale sont exécutés. Il s'agit de Miawama, Nkutu et Mengo. Le 22 février 1972, une fois de plus, Marien Ngouabi effectue un séjour à Pointe-Noire, un séjour de travail. Diawara va tenter un putsch, un coup d'État. Le commandant Yombi Opango, chef d'état-major, va déjouer le coup d'État, le putsch. On va donc arrêter les ministres Prosper Matumpampolo et Eli Nsou Itsou. On va aussi arrêter l'artiste Franklin Bukaka. Tous les trois seront tués. En mars de la même année, c'est-à-dire 72, la cour martiale initiée juge les auteurs du putsch et prononce 23 condamnations à mort. Celui de Diawara, de Numazala, de Ndalagrai, de Bongo, de Ikoko, de Kimboalankaya, de Jean-Pierre Assoua, de Ndebeka, de Atondi Momonjo, etc. Ainsi que plusieurs peines d'emprisonnement. Mais Marien Ngouabi, malgré la peine qu'on avait prononcée, il va passer outre l'opposition de son clan, qui voulait qu'il fallait effectivement exécuter tout ce monde-là. Marien Ngouabi va passer outre et va donc commuer la peine capitale en prison à vie, excepté pour les poutistes en fuite. Donc pour sa bande, la bande de Marien, vous les connaissez, donc les Sassou, pour eux, il fallait tuer les Numazala, les Ndalagra, les Mbungu, les Kimboalankaya, les Pierre Assoua. En ce moment-là, en ce temps-là, il fallait déjà les tuer. Mais Marien Ngouabi a dit non. Ils vont faire la prison à vie. Alors, quand on arrive au 24 avril 1973,
Ange Bidier Diawara, lieutenant Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Claude Bakekolo sont capturés à Kinshasa et sont livrés aux autorités congolaises et ils sont immédiatement exécutés. Et leurs corps sont exposés au stade de la Révolution. Le reste des compagnons seront abattus dans la nuit du 26 au 27 janvier 1973 à Matsula, district de Mbanzandunga. Personnellement, j'ai vu ce blindé quand il revenait de Matsula. On a vu comment le sang coulait depuis Matsula jusqu'à Linzolo. À l'époque, j'étais encore très jeune et mes parents m'avaient amené là-bas. Et nous avons vu comment ces gens, comment leur sang coulait tout le long de la route de Matsula jusqu'à Linzolo. Nous allons maintenant voir les assassinats avec le président Joachim Yombi Opango. Donc, quelques jours après le 18 mars, une cour martiale est chargée de juger ceux que les commissaires d'enquête, c'était Sassou, désignent comme auteurs complices de la mort de Marien Ngouabi. Le commissaire d'enquête, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Okoko qui l'a dit à la conférence nationale. Donc, Alphonse Massamba Deba est alors présenté comme l'instigateur du complot contre son successeur. Il est condamné à mort. Il était d'ailleurs condamné à mort avec Lissouba. Mais Lissouba, grâce à Bongo, il avait été commué. Le 22 mars 1977, Émile Biayenda, le premier cardinal congolais, fut enlevé n'ayant pu être tué par une rafale de mitrailleuses de l'adjudant Mamoy sur recommandation du commanditaire et du commissaire d'enquête qui dirigeait l'opération. Par téléphone, lui ordonne de l'enterrer vivant sur la montagne appelée aujourd'hui la montagne du cardinal. C'est vers Itatolo. Le 25 mars 1977, l'ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, cet homme, est exécuté après avoir subi des tortures atroces au point de lui crever des yeux, déchirer son corps. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est sans sépulture. Le lieutenant Mboro, le caporal Onsou, le sergent Ilouo et plusieurs membres de la garde présidentielle sont également exécutés. Le 3 janvier 1978, une cour révolutionnaire d'exception ouvre le procès de 42 personnes impliquées dans l'assassinat de Marien Ngouabi et prononce 10 condamnations à mort. Le président Marien Ngouabi, conscient qu'il était, il savait que ce n'était pas eux qui avaient tué Marien Ngouabi, mais il refuse d'accorder la grâce présidentielle aux innocents. On les a tués. Il s'agit de Daniel Nkanza, de Dominique Sambari Nkumbi, de Germain Misele, Jean-Pierre Nduringanga, Étienne Kinkumba, Grégoire Kumba, Simon Sissoulou, Daniel Kiangila, Albert Konda et Pierre Dianzinza. Le 14 février 1978, le capitaine Kikadidi en fuite sera repéré au quartier Bifouiti à Makelekele et sera abattu. Situation des assassinats et des accidents avec le ministre de la Transition, André Milongo. Le 5 septembre 1991, il va y avoir un accident ferroviaire
de Mvunguti, à 30 km du sud de Dolisie. Bilan 84 morts retrouvés et 29 corps non retrouvés. Un deuil national est décrété dans le pays. Les assassinats avec le président Pascal Lissouba. Le 30 novembre 1992, 3 morts et 25 blessés par la riposte de l'armée suite à la marche pacifique des UDR PCT pour exiger à Lissouba de revenir sur la décision d'avoir dissous l'Assemblée nationale. 28 février 1993, 239 ressortissants de la RDC doivent être rapatriés à Kinshasa, trouvent la mort par noyade au beach de Brazzaville. 2 novembre 1993, l'opération de ratissage contre les ninjas menée par les forces armées congolaises dans les arrondissements 1 Makelekele et 2 Bakongo va entraîner plusieurs morts. Donc, en 17 mois de fonction, jusque-là, le régime de Lissouba compte entre 1000 et 3000 tués, 13 000 maisons et édifices publics détruits à Brazzaville. Dans les 3 régions de la vallée du Niari, plus de 300 000 personnes sont déplacées. Le 12 août 1994, 142 personnes trouvent la mort par étouffement et piétinement dans la cour de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakongo. Un deuil d'une semaine est décrété. Le 10 mai 1997, un militaire proche de Yombi, soupçonné d'avoir attenté à la vie de Sassou Nguesso, l'empêchant de rentrer en Tipoy à Owando, est abattu par la garde personnelle de Sassou. Les partisans de Sassou Nguesso sont pris à partie et doivent fuir la ville. Les événements causent la mort d'une dizaine de personnes. 5 juin 1997, démarre alors la guerre civile entre les partisans de Lissouba et ceux de Sassou, cause alors la mort de plusieurs civils. Peuple congolais. Voilà donc la situation politique, économique et des assassinats qu'a connu notre pays sous la gouvernance de nos anciens présidents et du Premier ministre André Milongo. Ces hommes très dévoués, travailleurs, technocrates pour certains, nous ont démontré que le Congo est possible, que le développement est réalisable et qu'enfin les assassinats, on peut les éviter. Ce pays a encore de l'espoir. C'est pour cela nous devrons se mobiliser pour sauver ce pays. J'ai tenu à vous faire ce rappel, c'est historique, parce que je l'ai dit dès le début que beaucoup sont dans ce combat, dans cette lutte, mais ils ne connaissent pas le Congo, ou soit parce qu'ils étaient trop jeunes, ou soit parce qu'ils n'ont jamais été au Congo, mais par amour, ils veulent sauver le Congo, ou soit par la mauvaise connaissance du pays. Donc, j'ai tenu de faire ce rappel et montrer le potentiel de ce pays pour que chacun puisse prendre conscience que ce pays, c'est un pays riche et que nous devrons le sauver. Donc c'est de ce Congo-là que nous sommes en train de nous battre. C'est celui-là que nous devrons sauver. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la deuxième partie de l'historique de notre pays. Il sera aussi question de la situation politique, de la situation économique.
et des assassinats. Mais cette fois-ci, uniquement pour le président Denis Sassou Nguesso. Merci.